va commencer par un bref tour de présentation où chacun dit qui il est et ce qu'il fait. Loïc Liétard, vous êtes vice-président exécutif de ST Micro. Donc, je suis président de Minalogic, d'abord, le pôle de compétitivité en microélectronique et logiciel, région Rhône-Alpes, basé à Grenoble, mais aussi de plus en plus à Lyon. Et par ailleurs, je travaille pour ST Microelectronics et je suis cofondateur du fonds de Corporate Venture. Gérard Matron. Gérard Matron, donc je suis président du syndicat professionnel des composants et systèmes pour l'industrie électronique, qui s'appelle Axiel. Et je suis parallèlement président de Crolles 2 SAS, donc l'usine de semi-conducteurs de ST Microelectronics située à Crolles, près de Grenoble. Stéphane Renard. Donc, Stéphane Renard, je suis le fondateur et directeur général de Tronix. Donc Tronix, nous sommes un fabricant de composants de la famille microélectronique, spécialisé dans le composant MEMS, dans des composants micromécaniques réalisés avec les technologies de la microélectronique. Et nous avons effectivement, depuis plus de 15 ans, poursuivi un parcours à la fois de financement avec les investisseurs, avec nos clients, et puis effectivement avec les différents outils financiers à notre disposition. Aujourd'hui, une entreprise d'une centaine de personnes en croissance et profitable, présente sur 2 continents. Voilà. Non, je vais vous proposer de désosser le financement des entreprises dans la filière sous tous ses aspects. On a vu... Pardon, Michel. Ah oui, c'est vrai que je te connais tellement que pour moi, tu étais... Michel Delande, pardon, désolé, associé d'Omnes Capital. J'ai honte, vas-y. Voilà, Michel Delande. Donc, je travaille chez Omnes Capital, qui est un fonds d'investissement qui gère 2 milliards d'euros. Et je suis co-responsable de l'activité Capital Risque, qui a 450 millions d'euros sous gestion et qui investit dans le domaine des sciences de la vie et de la technologie. Et nous sommes investisseurs chez Tronix. Voilà. Voilà, je suis désolé. Mais ça valait la peine d'être dit. Donc... ce que je vais vous proposer avec vous, mesdames et messieurs, c'est de désosser entièrement le financement de la filière microélectronique à Grenoble, en Rhône-Alpes, en France et en Europe, dans tous ces aspects. C'est un peu comme ce qu'on a fait depuis ce matin, où on a vu le crédit bancaire, la relation entre le client-fournisseur ou grand groupe PME, le capital risque et le capital investissement en général, la désintermédiation. Et là, je vais... ce qu'on avait appelé l'an dernier aux assises, à la première édition des assises avec Jean-Pierre Jouyet, PME mode d'emploi, hein, on a saturé la problématique du financement des PME. Je vais vous proposer de l'appliquer au financement des entreprises de microélectronique. Loïc Liétard, quelle est votre vision générale? Bon, déjà, la microélectronique, c'est à la fois une vieille industrie mûre, avec d'énormes leaders qui sont installés, des sommes en jeu aussi bien en termes de R&D. Pour vous donner une idée, le développement d'une filière technologique avancée, il s'agit d'investissements sur 4-5 ans de quelques milliards de dollars. L'usine pour la produire sera un investissement aussi de quelques milliards de dollars. Crolles, près de Grenoble, l'usine d'ST, est considérée comme une grosse usine pilote et l'investissement, Gérard, c'est 3-4 milliards de dollars, 4,5. Donc ça vous donne une idée. Et donc ça, c'est la partie mûre où il y a un certain nombre de leaders qui se focalisent sur leur marché avec des investissements qui sont conséquents. Et tous les États importants au monde ont une politique d'aide à leurs entreprises, que ce soit au niveau de la R&D fondamentale, de la R&D technologique, typiquement avec le CEA, l'ETI pour rester. Mais quand la loi le permet, ce qui n'est pas possible encore en Europe, aussi à l'investissement. L'État de New York, par exemple, a subventionné de façon conséquente, au-delà d'1 milliard de dollars, l'usine de Global Foundry dans l'État de New York, pour vous donner une idée, ce qui est impossible en Europe. À l'autre extrême, en fait, donc ça c'est la partie vieille, la partie des années 60 du semi-conducteur, qui continue à livrer ce qu'on appelle la loi de Moore, donc une amélioration progressive, mais avec des moyens très conséquents. À l'autre extrême, et c'est presque blanc et noir, il y a un peu de gris, mais c'est presque blanc et noir. À l'autre extrême, en fait, la microélectronique est une industrie extrêmement diffusante, et donc en permanence, il y a de nouvelles technologies, finalement, qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, qui sont à développer, qui sont beaucoup plus rapides sans être très rapides à développer, il faut quelques années.
et qui permettent de révolutionner des domaines nouveaux. Et le domaine le plus chaud en ce moment étant la santé, donc la santé personnalisée. Comment est-ce qu'on mélange nos composants avec des savoir-faire médicaux pour révolutionner la santé. Et là, pour construire une entreprise aujourd'hui, il faut plutôt 20 à 30 millions d'euros pour fixer les échelles. Il y a quelques entreprises entre les deux. Peut-être Stéphane, tu veux donner peut-être que tu es dans la zone grise et que tu veux illustrer d'autres modèles. La zone grise, Stéphane Renard. Personnellement, je ne sais pas si je suis dans la zone grise, compte tenu que Tronix a quand même 2 usines de fabrication aujourd'hui, qu'on a investi, on a un montant investi à peu près cumulé d'une dizaine de millions d'euros en équipement productif et à peu près autant en immatériel, en programme de R&D. Alors, cette activité, je dirais, on a peut-être eu la chance de démarrer l'activité il y a une quinzaine d'années et de faire nos levées de fonds il y a un peu plus d'une dizaine d'années, profitant d'un engouement conjoncturel autour des technologies de la communication qui nous ont permis en fait entre 2000 et 2001 de rassembler un tour de table à peu près d'une dizaine de millions d'euros en fonds propres, qui à la fin cumulé a fait une quinzaine de millions d'euros en fonds propres. Ce qui nous a permis de faire justement dans l'effet vertueux un effet de levier sur des investissements matériels, un accès au crédit bancaire et autre point quand même aussi très important, c'est le support étatique dans le financement de la R&D sur ce secteur et notamment dans la région de Grenoble, qui a bien aidé en fait l'entreprise et par ces effets de levier multiples en fait on est arrivé à la fois à réaliser un investissement productif et à développer de l'innovation pour aller convaincre nos partenaires clients. Un dernier point, je pense, parce que c'est quand même extrêmement important, c'est que dans des secteurs de la high-tech, les sociétés de taille modeste, type PME innovantes, ont comme marché un marché de grands groupes. Et donc se pose essentiellement quand même la problématique de la relation grand groupe PME innovante, du financement de l'innovation entre ces deux partenaires, du partage de la propriété intellectuelle, voire du soutien en financement, par exemple dans les phases de développement, par des avances et des aides, choses qu'on a essayé de développer au maximum et qui reste une problématique importante. Les clients sont un facteur important du financement de la croissance dans le domaine de la high-tech et c'est aussi un point important. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais ça file le secteur. Gérard Batron. Alors, je vais reprendre un petit peu les deux approches aussi en vous répondant donc, en tant que président du syndicat, à la fois au nom de ST Microelectronics, donc une entreprise qui pèse aujourd'hui 8 milliards de dollars au niveau mondial, qui est dans le top 10 des sociétés mondiales, qui a une capitalisation qui lui permet de se servir sur les marchés financiers, de faire appel à la Banque européenne d'investissement, à ces banques aussi traditionnelles. D'ailleurs, je tiens à signaler que les taux de la BEI et les taux des banques traditionnelles, quand on est une entreprise qui va plutôt bien, sont très proches, malheureusement, parce que finalement, on espérerait avoir de la BEI des financements à des taux un peu inférieurs à ceux des banques du coin de la rue, si j'ose dire. C'est l'inverse, dit mon voisin, mais bon, ça c'est peut-être un souci, mais peut-être pour plus tard dans le débat. Et puis à l'opposé du spectre, on a effectivement au niveau du syndicat des composants et systèmes, des toutes petites sociétés qui, comme le dit Stéphane Renard, sont essentiellement destinées à servir des marchés locaux, nationaux. Et quand on regarde les marchés de l'électronique en France et même en Europe, c'est à peu près identique, on trouve quoi ? On trouve l'aéro, le militaire, un petit peu l'automobile et la sécurité. Donc des marchés qui sont effectivement très importants, qui sont souvent régaliens et qui malheureusement ne sont pas dans des très grands volumes. Donc des marchés où il faut être extrêmement performant pour faire son trou finalement, sa niche, et dans lesquels on ne peut pas avoir l'assurance de commandes répétées en grand volume, même quand on est une petite société. On est soumis à des aléas de commandes publiques ou à des aléas de commandes de grands groupes, les avionneurs, les sociétés de la défense ou de la sécurité.
Et ces petites sociétés, elles souffrent effectivement d'un manque de compétitivité par rapport à des concurrents qui sont européens, qui sont italiens, qui sont suisses, qui sont allemands, qui sont autrichiens. On n'est pas uniquement dans l'Asie. Quand on parle d'électronique, on pense essentiellement à l'Asie. Les concurrents de ST et Microélectronique sont en Asie. Les concurrents des PME du syndicat Axiel, ils sont vraiment à nos frontières. Et on s'aperçoit qu'on a des différences de comportement, parfois dans la relation grand compte PME, ça arrive, mais il y a quand même eu beaucoup d'améliorations au niveau français, mais aussi, et d'une manière peut-être très importante dans les dernières années, en termes de compétitivité liée à la flexibilité, liée à des notions en fait, de compétitivité intrinsèque du fonctionnement de l'entreprise en France par rapport à ses voisins européens. Michel Delandes, non, je ne t'oublierai pas cette fois. Alors moi je vais parler en tant qu'investisseur. En tant qu'investisseur, ce qui est vrai, c'est que l'électronique est un domaine qui a encore créé beaucoup d'innovations et donc pour nous qui est très intéressant. Je vais essayer de refaire une petite vision historique. Quand un investisseur, il y a quelques dizaines d'années, voulait investir dans l'électronique, évidemment, on constate que si on veut partir sur de la production, pour des produits dits consumer, les investissements sont très importants. Donc évidemment, un investisseur en capital risque ne peut pas se permettre de financer ce type d'investissement. En revanche, il y a encore quelques années, il pouvait se permettre de financer des sous-traitants de cette filière électronique. Et puis, très vite, en fait, les enjeux sont devenus tels. On a parlé des plusieurs milliards qu'il fallait investir pour être capable de produire des produits consumer de manière compétitive. Et à ce moment-là, effectivement, les grands groupes n'ont plus la possibilité de faire confiance à des startups, puisque les enjeux économiques étaient tels que, bien évidemment, on a assisté à une concentration des fournisseurs auprès de ces grands groupes. Et donc, effectivement, on a, nous, investisseurs, perdu en fait un segment dans lequel on pouvait investir, qui était le segment, par exemple, de l'équipement ou même des segments du logiciel, qui étaient des sous-traitants de ces fabs de semi-conducteurs. Alors après, il y a eu une tendance effectivement qu'on a appelé, pardon pour le jargon un peu anglo-saxon, mais qui s'est appelé le modèle fabless. C'est-à-dire que nous, investisseurs financiers, nous avons pu financer des sociétés qui développaient en fait des composants électroniques, mais qui ne les produisaient plus et qui confiaient évidemment la fabrication de ces composants, soit à des gens comme ST, soit à des sous-traitants asiatiques. Alors, il y a eu des succès retentissants aux États-Unis, des sociétés comme Qualcomm, des sociétés comme Broadcom qui ont connu un succès assez fulgurant. Comme Apple, qui a porté en Asie toute sa fabrication, non? Oui, mais alors là, on est vraiment sur le composant. C'est un peu différent. Mais Qualcomm et Broadcom sont vraiment les deux exemples les plus parlants, je crois. Et on a été à ce moment-là confrontés, nous, en tant qu'investisseurs, à la problématique suivante. Quand vous voulez développer un produit consumer, donc quand je dis consumer, c'est pour le grand public, il faut investir, alors les chiffres augmentent chaque année, mais il faut investir, allez, je vais dire, entre 60 et 70 millions pour développer un produit. Et puis, ce produit, une fois que vous l'avez, il y a un marché où il n'y a pas de marché. Et effectivement, pour les capitaux risqueurs, c'est d'abord en Europe, on avait du mal à trouver suffisamment d'investisseurs financiers capables de soutenir des sociétés et d'investir ces montants-là. Ou alors il fallait se mettre entre 4, 5, 6 fonds. Quand aux États-Unis, ils ont 1 ou 2 fonds pour investir dans ce type de société. Et puis effectivement, donc c'est très capitalistique. Et puis si le marché c'est très binaire, si le marché ne se matérialise pas, à ce moment-là, vous avez tout perdu. Donc effectivement, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste dans le domaine pour un investisseur financier? Qu'est-ce qu'on peut encore financer dans le domaine de l'électronique? Alors il nous reste quand même des petites choses intéressantes. D'abord, il nous reste tout ce qui est matériaux. Non pas des matériaux sur des domaines vraiment sur la filière une fois qu'on appelle CMOS, mais on a quand même des matériaux sur des plus petites séries qui nous permettent, nous investisseurs, d'investir moins et assez vite d'accéder à un marché et donc de prendre un risque qui est moins binaire et qui est plus à notre portée en termes de financement.
on s'aperçoit qu'il y a tout un environnement qui est en train de se créer autour des logiciels qui tournent sur des composants électroniques et qui permettent une fois encore d'investir un peu moins et d'avoir accès à des revenus plus rapides et plus récurrents. Donc là, on appelle ça on a notamment tout le marché des logiciels qui tournent sur des puces programmables, comme les FPGA par exemple. Donc il nous reste, voilà, mais notre champ d'intervention se réduit au fur et à mesure, et c'est un peu ce qu'on peut déplorer, je crois. C'est qu'au-delà de ça, d'un point de vue national, ce à quoi on assiste, à mon avis, est un peu une perte une diminution de la filière, qui est un élément extrêmement important. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on voyait que, là je vous ai passé un petit panégyrique, un petit historique de 20 ans quelque part. On voit que aujourd'hui, à part des groupes comme ST, quelques groupes comme Infineon, quelques groupes comme encore NXP, donc les grands groupes européens qui sont dans des situations Bosch, qui sont dans des situations différentes, tout l'écosystème à côté, notamment de sous-traitants ou de start-up, est en train un peu de mourir. Et quand il meurt rapidement et ça prend beaucoup plus de temps à reconstruire. Voilà. Loïc Lénard. Parce que cette vision, c'est un peu la vision classique de la microélectronique. Ce qui est en train de se passer, que l'industrie voit et que probablement l'industrie financière ne voit pas encore, c'est qu'il y a un renouveau. Et là où il faut investir aujourd'hui sur du CMOS avancé, $2 dans une usine pour fabriquer, pour avoir $1 de vente, il y a de très beaux projets où finalement il faut investir 10 cents pour vendre $1 de produit. Et donc il y a des changements là où il faut, disons, $10 millions pour développer un produit et non pas 100 millions. Donc il y a des très fortes discontinuités qui sont en dehors de la microélectronique classique, donc en dehors de ce que les acteurs établis, mûrs, regardent. Bien sûr, une société comme ST ne va pas faire de l'électronique imprimée, par exemple. C'est pour l'instant quelque chose qui est beaucoup trop petit, qui est en dehors de notre radar. Par contre, pour faire une usine, il faut investir 10 millions d'euros et on peut faire 100 millions de chiffre d'affaires avec. Donc là, tout l'enjeu pour le semi-conducteur dans le monde entier, puisque en fait toute la finance, tout le venture capital dans le monde entier aujourd'hui évite le semi-conducteur, il n'y a aucun doute, à part le corporate venture. Donc il n'y a finalement que les sociétés de semi-conducteurs qui pensent connaître l'industrie, qui investissent, et il y a quelques acteurs. Pas énormément, il y a quelques acteurs. Le premier étant Intel, évidemment, et le deuxième en Europe étant Bosch, le plus important. Et donc il y a cette discontinuité. Il y a aussi l'autre effet, finalement cet effet de roulette, où soit je ramasse la mise, soit je perds ma mise. En fait, de plus en plus, on voit des cas d'investissement qui sont par étapes, où dans une première étape, avec une nouvelle technologie, on va gagner des marchés industriels, donc qui sont plus accessibles, qui ne demandent pas des capacités de production trop importantes, qui permettent de maturer la technologie, de générer du cash, donc d'arriver généralement à un niveau de break-even, et après d'aborder avec les mêmes technologies, de les dériver pour aborder du consumer. Tout l'enjeu, c'est que l'ensemble de l'industrie réalise ça et commence à mettre de l'argent au travail. Aujourd'hui, par contre, en général, en Europe, il y a une politique industrielle sectorielle très forte sur le semi-conducteur, donc ça, c'est une chance. Il y en a encore plus en France. Pour vous donner une idée, à Grenoble, et je ne parle pas de crédit impôt recherche, en 8 ans, il y a eu environ 700 millions d'euros qui ont été fléchés sur de la R&D technologique partenariale, uniquement française, ce qui est considérable. Je pense que dans le même temps, il y a eu environ moins que 10% de ça qui a été injecté comme venture capital dans l'industrie à Grenoble. Donc, ce qui montre les déséquilibres, sachant que généralement, il faut dépenser autant d'argent en R&D qu'en effort commercial pour qu'une start-up technologique ait du succès. Un autre benchmark important, peut-être un peu pour fixer les idées, à Grenoble, on crée chaque année 15 start-up technologiques. C'est un peu plus large que la microélectronique, ça inclut le logiciel et le médical. Si on prend des écosystèmes comme Stanford, comme Cambridge, Lausanne, autour de l'EPFL, c'est à peu près les mêmes chiffres. MIT est plutôt dans les 25 startups par an. La grosse différence, c'est les capitaux qui sont levés. Sur ces 15 entreprises à Grenoble, 1 sur 2 ne lève pas de capitaux, donc c'est fait uniquement avec des subventions et des bouts de chandelle. Et l'autre moitié lève 1 million d'euros. Leurs équivalents, leurs concurrents à Cambridge ou en Scandinavie vont lever 10 millions d'euros. Donc l'ambition commerciale des sociétés est tout autre. Alors, si on série les sources,
commençons. Vous parliez de politique industrielle européenne. C'est ce que j'ai compris de la microélectronique comme technologie clé. Implique que l'Union européenne met ses ressources dans un effort de réindustrialisation, d'essayer de réintégrer la zone blanche et la zone noire, la partie plus applicative et la partie simplement de fabrication, pour essayer de redéployer des sites de production avec tout ce que cela induit de PME. Et donc c'est le site de Grenoble, il y a peut-être 2 ou 3 sites en Europe de ce genre qui subsistent, et que, en clair, l'Europe sonnerait le glas de la politique faiblesse, ou constaterait son échec, pour déployer de l'argent public, pour réindustrialiser, pour remettre des usines qui sont parties. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension? Est-ce que c'est certes à moins c'est peut-être pas assez technique, ou c'est juste trop libéral comme vision, comme formulation? Peut-être Gérard Batron, des éléments de réponse complémentaires, parce qu'effectivement, non, on ne peut pas dire que votre vision, elle est journalistique, on ne le fait pas. Pour moi, elle n'est ni conforme à la réalité, ni en opposition formelle par rapport à cette réalité. Vous avez évoqué donc une volonté de réindustrialisation de l'Europe. Je dirais que le grand drame, il est venu de l'Europe, qui a sonné le glas de l'industrie européenne en ne s'en occupant pas pendant des dizaines d'années. Tout récemment, une commissaire européenne, Neelie Kroes, pour la nommer explicitement, qui va malheureusement céder son siège dans quelques semaines, a dit qu'il fallait faire quelque chose. Et elle a pris l'initiative, avec quelques autres collègues commissaires, de demander finalement aux gens qui travaillent dans des secteurs des technologies clés que vous avez évoqués, et donc de faire des propositions. Ces propositions ont été faites. Le problème, c'est que là, on tombe dans l'approche, on va dire, politicienne des problématiques. Une fois qu'on a identifié les points de faiblesse de l'Europe, il est facile de dire on va se relever les manches et on va y arriver. Si je résume de façon évidemment bien excessive les propos de Mme Kroes, mettez 99 milliards, je mets celui qui manque. En s'adressant aux industriels. C'est à peu près ça. Les chiffres sont exactement cela. Et c'est la raison pour laquelle on ne trouve pas assez d'argent privé? Non, c'est qu'en fait, le problème est pris par le petit bout de la lorgnette, si on peut dire, ou en tout cas par celui qui est visible, qui est celui de la production, de l'industrie. C'est vrai qu'il n'y a pratiquement plus de production électronique en Europe, et il y a un tout petit peu de production de semi-conducteurs, donc de microélectronique, vous l'avez dit, ST Microelectronics, Infineon, NXP, quelques autres, mais vraiment on est devenu tout petit. En microélectronique, l'Europe produit aujourd'hui 8% du marché mondial, c'était 20% il y a à peine 12 ans. Donc il y a eu effectivement une grande réduction de la partie de production industrielle. Pourquoi ? Parce qu'au moment où les Asiatiques en particulier, et les Asiatiques c'est l'ensemble des pays de la zone Asie, on parle beaucoup aujourd'hui de la Chine, mais avant la Chine, le Japon, la Corée, Taïwan se sont occupés très sérieusement avec des politiques industrielles et des politiques monétaires de ce sujet. L'Europe ne s'en est absolument pas occupée. Donc ce que l'Europe a fait pendant des dizaines d'années, c'est de dire on va financer de la R&D dans les laboratoires, les universités, les entreprises un petit peu, mais au fil des programmes communautaires cadres, on a vu le nombre d'entreprises participantes, à commencer par les PME, diminuer parce que c'était trop compliqué, trop bureaucratique, trop aléatoire. Et lorsque, effectivement, le bilan de cette faible participation des sociétés, en particulier des PME, dans les programmes coopératifs communautaires a été fait, on a dit, bon, à ce moment-là, il faut s'occuper de l'industrie. Occupons-nous de l'industrie. Que fait-on pour s'occuper de l'industrie ? Rien. Parce que rien dans le traité de Rome ne permet aujourd'hui aux régions, aux États européens, aux États membres, d'investir dans les entreprises. C'est même interdit. C'est la direction de la concurrence à Bruxelles qui a la responsabilité de veiller à ce que ça ne se produise pas. Or, que se passe-t-il ? L'exemple a été évoqué par Loïc Létard sur les États-Unis, pays très libéral. L'État de New York a investi massivement en milliards de dollars. L'État de Taïwan a investi en dizaines de milliards de dollars. La Corée, pareil. L'Europe, zéro. Donc derrière, on dit il faut de la production, il faut de la production. Et en fait, le discours qui est fait aux entreprises, PME comme grandes entreprises en Europe, c'est on va vous donner l'euro pour faire de la R&D, remettez les 100 ou les 1000 qu'il faut pour passer à la production. Et créez-nous des emplois, s'il vous plaît. Le problème, c'est que ce n'est pas avec cette belle R&D qu'on peut automatiquement passer à la production. Sinon, c'est un investissement de 1 pour 1000, et ça serait génial si ça suffisait.
Michel Delorde. Alors, je partage complètement le constat. On a cru naïvement, je crois, qu'on pourrait conserver la R&D et puis se délester des activités de production en considérant que de toute façon, d'un point de vue coût du travail, on ne serait jamais compétitif. Ce qui n'est pas forcément complètement vrai en plus dans des industries à valeur ajoutée comme celle de l'électronique. Et puis on s'est dit, de toute façon, on va garder la R&D et puis on va se focaliser sur les couches supérieures, applicatives, plutôt de type logiciel, pour finalement abandonner, et on l'a fait sciemment, abandonner l'industrie de production pour se consacrer plutôt sur du service. Et puis on s'aperçoit un peu tard qu'effectivement des pays qui ont été cités, les pays asiatiques ont fait un pari radicalement différent en investissant massivement. Donc, ce n'est pas une question de se dire on va mettre 1 ou 2 milliards, c'est une question de se dire on veut devenir les leaders mondiaux de l'électronique. C'est aussi simple que ça. Et donc, l'argent, on le met que dans l'électronique, au dépend d'autres choses. Donc, c'est une pure question d'allocation de ressources. Et ils ont fait ce choix et on s'aperçoit aujourd'hui que celui qui maîtrise la production commence à maîtriser la R&D et commence aussi à maîtriser les couches applicatives qui sont développées et qui tournent sur cette phase électronique. Et aujourd'hui, effectivement, ça a 2 conséquences. La première, c'est que les autres ne nous ont pas attendus et que effectivement, les investissements qui sont à réaliser sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards et qu'il faut bien les trouver quelque part. Il faut bien avoir la volonté de se dire, voilà, c'est une question de volonté politique quelque part. Est-ce qu'on veut être, parce que tous les autres pays, comme ça a été dit, sont largement subventionnés et nous pas. Et la deuxième chose, c'est que en perdant cette production, on perd ce que j'appelais l'écosystème. C'est-à-dire qu'effectivement, en ne maîtrisant plus cette production, on peut perdre un écosystème qui consiste à développer d'autres filières. Par exemple, dans le domaine des MEMS, on peut perdre des compétences dans le domaine de développement de matériaux. On peut perdre des compétences parce que finalement, on a moins de personnes qui sont capables de créer ces projets. Loïc Létard, Stéphane Renard. Oui, non, juste un point. Donc, pour un peu redorer le blason de notre industrie, pour ce qui est de Tronix, ce qu'il faut voir, c'est que la technologie MEMS, par exemple, c'est une technologie qui est pervasive, comme la microélectronique, mais à un degré, on va dire, qui adresse tout un ensemble de secteurs industriels dans lesquels la France et l'Europe sont relativement fortes, c'est-à-dire l'aéronautique, le militaire, l'industrie, l'automobile et le médical. Donc, en fait, nous, on est une entreprise d'une centaine de personnes avec des moyens de fabrication à la fois en Europe et aux États-Unis, parfois avec des business models assez originaux. Par exemple, aux États-Unis, on partage la fab avec une fab existante et on lui permet de réduire ses coûts fixes, ce qui nous permet d'avoir accès à un immense outil industriel avec un investissement moindre. Et avec cet outil industriel, donc avec des investissements relativement modestes, on fabrique en France avec les meilleurs résultats de nos écoles d'ingénieurs et de nos formations aussi d'opérateurs sur la zone de Grenoble. Et on sert une industrie en produits spéciaux, qui sont souvent des produits qui sont le cœur même du système qui va derrière avoir accès au marché dans des domaines comme la sismique pétrolière ou l'aéronautique et la navigation ou différents secteurs du médical ou de l'industrie. Donc il y a la possibilité aujourd'hui quand même de réindustrialiser avec des investissements relativement accessibles, je dirais, au marché financier. Maintenant, ce qui est certain, c'est que on a besoin d'un marché de sortie de nos chers investisseurs initiaux qui doivent être récompensés de leurs risques, de leur investissement et de leur patience. Et on a quelques difficultés, effectivement, dans le marché de sortie, et notamment d'avoir des valorisations, notamment du goodwill, qui soient à des niveaux raisonnables. On vient vers le sujet bourse. Mais Loïc Létard, déjà, sur le diagnostic, encore, c'est juste parce qu'on a arrêté d'arroser d'argent public Le problème était législatif, en fait. C'est que les États n'ont toujours pas le droit de financer leur industrie, sauf par exception comme Airbus. Donc je pense que est sur la table le débat de savoir si la microélectronique c'est comme Airbus et qu'on a le droit de la financer. Ça, c'est de savoir si l'Europe plus les grands États, et la France en particulier,
seront capables de mobiliser 5 on aurait pu faire un Airbus de l'électronique. Bien sûr, ça a été sur la table plusieurs fois, sauf que légalement, ce n'est pas possible. Mais après, de savoir si on arrivera collectivement à mobiliser 5 ou 10 milliards, et si c'est une bonne allocation de ressources, ça c'est un premier débat. Le débat, me semble-t-il, qui est important et qu'on ne peut pas louper, c'est toute cette nouvelle, finalement, industrie de la microélectronique, qui ne sont pas des enjeux de milliards, mais juste des enjeux à chaque fois de quelques dizaines de millions d'euros, qui vont bouleverser la médecine, qui vont bouleverser l'économie d'énergie, qui vont bouleverser la silver economy. Les objets connectés d'une façon un peu plus générale, un peu plus tarte à la crème, ça on a tous les atouts en main pour le faire. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas les technologies aussi bien au niveau système qu'au niveau hard, semi-conducteur, l'Europe est un leader, ça on doit le réussir. C'est plus là un enjeu de comprendre finalement ce qui se passe, de faire en sorte que les acteurs qui peuvent faire permettre ça se mettent ensemble et qu'on arrive à le financer. Et là, c'est un enjeu de venture capital. Ce n'est pas du tout un enjeu de politique industrielle, me semble-t-il. Voilà. Pardon. Et si on veut sortir, donc voilà, si on commencera peut-être à mettre en place une politique industrielle européenne de la microélectronique, puisque c'est nécessairement la chose, il y a quand même d'autres sources auxquelles vous avez fait illusion et dont je pense qu'il faudrait développer dans le quart d'heure qui nous reste. La bourse, dont la microélectronique, au moins sur la place de Paris, est remarquablement absente, et le corporate venture, la relation grand groupe PME auquel vous avez fait allusion tout à l'heure, mais qu'on pourrait expliciter. Commençons par la bourse. Parle-nous de Novaled, Michel. Alors, Novaled, c'est une société allemande dans laquelle on avait investi, qui effectivement était une spin-off de l'université de Dresde, qui a développé des matériaux organiques pour des écrans OLED. Alors, l'expérience est intéressante, puisque finalement, c'est Samsung qui l'a racheté pour 260 millions d'euros. La société avait été financée à hauteur de 30 millions d'euros par des fonds de capital risque français et allemands. Et le dirigeant était français, donc une vraie histoire franco-allemande. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la société réalisé l'année dernière 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a cherché à l'introduire en bourse. Elle était un peu monoclient, monoproduit. C'est pas très simple. Mais ce qui est intéressant, c'est que on a voulu l'introduire en bourse à Francfort. À Francfort, on nous a dit que la valorisation était de X. On a cherché à l'introduire en bourse au Nasdaq. C'était 2 fois plus cher. Donc le prix était 2 fois plus élevé. Donc effectivement, alors pourquoi cela ? D'abord, il n'y a pas beaucoup de fonds qui sont capables d'investir sur des filières de fonds qui investissent en bourse dans le domaine de l'électronique dans le cadre d'introduction en bourse. Alors pourquoi la chaîne de financement on reviendrait assez loin, mais ce qui est vrai, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'en Europe, on a un système de retraite qui est différent de celui des États-Unis. Et donc, effectivement, aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de fonds de retraite, entre autres, et qui peuvent investir dans ces domaines-là, ce qui n'est pas le cas en Europe, ou moins le cas en Europe, surtout en Europe continentale. Et puis, c'est toujours pareil, c'est une question d'écosystème. C'est-à-dire qu'en France, ça va être difficile de trouver des analystes, donc des gens qui sont des brokers, qui ont une vraie compétence sectorielle dans le domaine de l'électronique. En France, quand on cherche à introduire une société en bourse, une start-up en bourse dans le domaine de l'électronique, ça ne parle pas aux gens. Ça ne leur parle pas. Ce qui est très différent, par exemple, avec les domaines de la medtech ou de la thérapeutique. Parce que là, évidemment, tout le monde se sent un peu concerné, parce qu'on est tous confrontés une fois, le moins possible, j'espère, mais à des problèmes de maladie. Et donc, effectivement, le problème de l'électronique, c'est que l'introduction en bourse, et vous voyez que ce n'est pas français, c'est assez européen. On n'a pas, cette prise de relais n'est pas véritablement possible. Ou si elle est possible, elle n'est pas possible aux mêmes conditions qu'aux États-Unis. Alors je vais même descendre un peu dans la chaîne de financement. C'est vrai qu'on parlait des fonds de venture. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les fonds de venture, je rappelle à peu près en Europe, en France, depuis 2001, il y a eu un peu plus de 8 milliards d'euros qui ont été investis dans des startups en France. Donc c'est un montant qui n'est pas du tout négligeable et qui est représenté, l'année dernière, il y a eu à peu près 800 millions qui ont été investis en France dans des startups.
avec une répartition 55% ont été investis par des FCPI et 45% par des FCPR. Donc on arrive quand même à orienter une partie de l'épargne publique dans ce domaine-là, mais on a peu de fonds de capital risque quand même, et puis surtout on a des fonds qui ont une petite taille. Alors ça veut dire quoi dans le domaine de l'électronique? Alors ça a posé beaucoup de problèmes quand on cherchait à investir dans des modèles fabless où il y avait quand même besoin de fonds importants, où là, comme je le disais, on était obligé de se mettre assez nombreux autour de la table, ce qui rend les choses assez compliquées parce que les investisseurs sont aussi des gens parfois un peu compliqués. Et puis, alors c'est un peu en train de changer, je dirais quand même, parce que, comme on le disait, on peut aujourd'hui investir dans des sociétés dans le domaine, dans les filières électroniques, avec des montants moins importants. Hein, je dirais électronique, c'est l'exemple typique. Mais vous voyez qu'encore cette manque de fonds de pension, entre guillemets, hein, puis je ne parle pas de Bâle et de toutes les contraintes que maintenant subissent les banques, et une fois encore, c'est assez européen. Mais tout ça fait qu'il y a peu de fonds de capital risque, et donc la chaîne de financement, elle est pour l'électronique, pas simplement le problème des IPO, c'est aussi le problème des investisseurs de capital risque. Il n'y en a pas beaucoup, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et ça, c'est leur responsabilité, effectivement. Aujourd'hui, ils s'orientent vers des industries, comme ils sont un peu cassés les dents sur le domaine de l'électronique, ils s'orientent peut-être de manière un peu facile vers des domaines moins capitalistiques, qui sont les domaines Internet, médias, logiciels. Loïc Lédard. Je pense que si un investisseur financier aujourd'hui serait irrationnel d'allouer de l'argent aux semi-conducteurs. Naturellement, il y a d'autres domaines qui sont objectivement plus perçus comme étant plus rentables, à moins d'être un spécialiste. Donc, il y a deux... Et par ailleurs, on a dit que quand même financer ces startups technologiques, c'est un enjeu certainement européen important pour d'autres industries, hein, pas seulement pour l'industrie du semi-conducteur en particulier. Donc, il y a deux pistes, finalement. L'une, c'est le corporate venture. Et ce sont des industriels qui voient leur intérêt à financer cet écosystème qui est leur futur écosystème. Le problème du semi-conducteur, c'est que c'est extrêmement transversal, donc ça touche un petit peu tout le monde. Donc à part quelques leaders dans le semi-conducteur, il y en a 4 en Europe. Après, le semi-conducteur est important pour des sociétés médicales, pour des sociétés dans l'environnement, mais c'est marginal. Donc un premier enjeu, c'est de mutualiser finalement ces acteurs, une opportunité aussi. Et l'autre, qui a été évoqué plus tôt dans la journée, c'est ce qu'a fait par exemple l'État d'Israël, c'est de faire des fonds où l'investisseur public donne un retour préférentiel à l'investisseur privé. Finalement, pour ramener le niveau de risque perçu des investisseurs privés ou le risque d'upside à ce qu'il est dans d'autres domaines. En fait, je vois ces deux voies pour résoudre le problème. D'un mot, Michel. Je pense, cela étant, pour voir les valorisations aujourd'hui qui entourent les sociétés Internet et qui est le résultant de la compétition que se livrent les fonds d'investissement, puisque quelque part aujourd'hui les fonds d'investissement de venture désertent un peu, alors je ne parlerai pas que de l'électronique, mais plutôt de l'industrie, hein, de manière plus large, mais ça conduit à quoi? Ça veut dire qu'on assiste, nous, à l'entrée, à des valorisations extrêmement élevées sur Internet, ce qui n'est pas le cas dans le cas de l'industrie et dans le cas plus précis encore de l'électronique, ce qui fait que certains investisseurs en capital risque reviennent vers l'industrie pour bénéficier un peu de ces valorisations attractives à l'entrée aujourd'hui. D'autres aspects auxquels Stéphane Renard a fait allusion en expliquant que finalement Tronix se finançait par ses clients et par le partage de la propriété intellectuelle, et sur lequel, Loïc, vous avez été pionnier, puisque le fonds New Venture a été, non, peut-être pas l'un des premiers historiquement, mais c'est en tout cas un défricheur du corporate venture en France, qui aujourd'hui est presque une mode de financement. Il y a, enfin, en tout cas, quelque chose, qu'une des initiatives auxquelles on a participé, qui est la possibilité pour toutes les sociétés d'amortir en 5 ans leurs investissements dans les PME innovantes. Les deux pointent vers la relation entre les grands groupes et les PME comme facteur de développement. Et j'aimerais qu'on conclue la table ronde peut-être par
vos témoignages directs, Loïc Létard et Stéphane Renard, mais aussi Gérard Matron et Michel Delantre, par cette vision que finalement, si l'industrie de la microélectronique doit rebondir en Europe et cette politique industrielle de Neelie Kroes réussir au-delà de son mandat, c'est peut-être par la relation grand groupe PME que cela passe. Ou pas, dites-le moi. Stéphane Renard. Au niveau dans l'histoire d'entreprise, il y a eu plusieurs faits marquants de relations grand groupe PME. Le premier fait marquant, qui était quelque chose d'assez atypique, c'est que lors de notre principal tour de table, en fait, nous avons réuni un mixte entre investisseurs de type purement venture capital, investisseurs de type corporate venture et industriels, qui était un de nos principaux clients, Chevalier Blanc, qui a fait un investissement minoritaire, laissant une primauté, on va dire, aux investisseurs financiers de manière à leur assurer une sortie honorable, j'ai envie de dire, mais qui a beaucoup aidé l'entreprise, ne serait-ce que parce que c'était très rassurant pour nos partenaires de bas de bilan. Ce qui, du coup, effectivement, on a eu une certaine facilité, j'ai envie de dire, à avoir accès après à des emprunts bancaires sur nos investissements matériels. Alors c'est vrai que notre difficulté, c'était qu'il fallait qu'on finance une usine. Peut-être que notre facilité, c'est qu'une usine, c'est du matériel, il y a des équipements, on peut faire du leasing, et finalement, ce sont des montages qui se sont relativement bien faits. Après, j'ai envie de dire, une fois que l'entreprise est passée break-even dans notre métier, où il y a un effet de seuil, la problématique du financement est totalement différente, en fait. Donc, chaque opération avec un industriel en B2B se négocie à la fois sur la part investissement matériel, immatériel, suivant un plan, puisque nous, en tant que PME, on ne va pas être les banquiers ou les capitaux risqueurs de grands groupes, à partir du moment où c'est nos clients. Donc en fait, il y a un partage du risque. Derrière ça, comme je l'ai dit, on a eu accès au financement bancaire. Et puis là, plus récemment, effectivement, on a utilisé les outils de la BPI, avec notamment les prêts pour l'innovation, qui permettent de financer l'immatériel à partir du moment où on a des prévisions de croissance et d'industrialisation, et qui est effectivement aussi un outil complémentaire extrêmement intéressant. Donc, au niveau de ces investissements, je dirais, nous, on a utilisé à peu près tous les outils, les possibilités qui étaient possibles. Alors, je pense que Loïc a d'autres, en tant que fonds venture, d'autres exemples. Le semi-conducteur étant un métier mondial, il est illusoire de penser, statistiquement, qu'une start-up ou une PME, disons grenobloise, va trouver son grand client en Rhône-Alpes ou en France, voire en Europe. Donc l'important, c'est d'avoir des grands clients, puisque c'est une industrie de volume, même quand les sociétés sont petites. 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait, si vous prenez un prix moyen d'$1, ça fait 10 millions de pièces. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui peuvent acheter 10 millions de pièces, quelle que soit la pièce. Donc ça, c'est la première chose. Et par contre, effectivement, de gagner ces grands comptes, c'est fondamental. Il n'y a aucun doute. Après, nous, comme corporate venture, on ne mélange pas les genres. Donc, on fait ce qu'on appelle du arm's length investment. Et le fait qu'on soit investisseur, on ne cherche rien en échange. On développe en particulier des partenariats. Pardon ? À la Intel Capital. Ils ont leurs pratiques, on a les nôtres. Et ils ont des pratiques multiples. Mais on pense, parce que de toute façon, on a des co-investisseurs qui sont financiers, et donc il faut qu'on reste sur des bases purement financières. Après, évidemment, on a une relation privilégiée avec ces entreprises. Donc par ailleurs, on essaye de développer des partenariats avec ces entreprises, mais qui sont purement sur des bases de business. Et on ne mélange pas les genres. Michel Delantre, puis Gérard Matron. Alors le corporate venture, il y a du pour et du contre, je vais dire. Je pense qu'il y a du pour, c'est que c'est de l'argent et que c'est toujours bon à prendre. Il y a une compétence sectorielle qui est intéressante. Il y a, je pense surtout pour les startups aussi, un nom. C'est sûr que quand on a la chance d'accueillir des gens comme ST, des gens comme Intel, Location Capital, ça donne quand même pour des startups une très forte reconnaissance à l'international. Donc ça, je pense que c'est vraiment très porteur. Beaucoup d'industriels dans le domaine de l'électronique ont leur fonds de venture. Samsung, par exemple, nous avait investi dans Novaled.
Il faut être vigilant à 2 titres, je crois. Le premier, mais tout ça se gère, hein, donc, mais il faut être vigilant à deux titres. La première chose, c'est qu'effectivement, à un moment ou à un autre, le corporate peut rentrer un peu en concurrence avec la start-up qui finance. Donc il faut faire bien attention à ce qui est, que tous les aspects de confidentialité soient bien respectés. Et puis, l'autre élément, c'est effectivement, alors je prends ma casquette d'investisseur financier, bien évidemment, mais c'est à la sortie. Effectivement, dans le cadre souvent, parfois, un corporate venture peut être l'acquéreur naturel de la start-up. Et bien évidemment, à ce moment-là, à partir du moment où il a déjà investi dans la société, qu'il est actionnaire, parfois membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, client, il peut avoir accès à des informations privilégiées. Je vais prendre un exemple très simple. Pardon Jean si je suis trop long, mais un exemple très simple. Novalet, la société allemande que j'ai citée, avait un unique client, Samsung. Samsung s'est battu, la société Novalet était rentable, donc on n'a pas besoin de lever de fonds. Ils nous ont dit on veut investir dans cette société, c'est une stratégie maison, on veut être investisseur dans nos fournisseurs stratégiques. Donc ils ont racheté 10% du capital de la société. On a travaillé en transparence avec Samsung sur un projet d'introduction en bourse. On était à 3 semaines de la cotation à Nasdaq. Le dirigeant de la société s'est fait convoquer à Séoul et Samsung lui a annoncé qu'il divisait tous ses prix d'achat par 2. Voilà. Donc évidemment, l'IPO, l'introduction en bourse, n'a pas eu lieu et Samsung a racheté la société. Voilà. Donc il y a des choses, il y a du pour et du contre. Tout le monde ne se comporte pas comme Samsung. Voilà. Cher Amatron, le mot de la fin. Peut-être pour élargir un petit peu par rapport à la mise de fonds et peut-être pour tempérer les aspects négatifs qu'on a pu mettre en avant tous par rapport à la microélectronique en Europe, je dirais qu'il y a aussi un facteur fondamental au-delà des capitaux, c'est l'innovation. Et cette innovation, on la trouve pas partout. Et le terreau n'est pas fertile de manière isopotentielle dans toutes les régions du monde et l'Europe n'échappe pas à la règle. Ce qui est important dans nos métiers, c'est qu'il y ait effectivement un triptyque entre la formation, la recherche institutionnelle et les entreprises, grandes et petites, et que ça fonctionne bien en termes de groupement. Et l'innovation, elle émerge justement pour les PME au contact des grandes entreprises, pas simplement en tant que donneur d'ordre. Je prends un exemple très concret. Dans les programmes coopératifs, qu'ils soient au niveau national ou au niveau européen, que ST peut être amené à monter en tant que chef de file, on associe systématiquement des universités, des laboratoires comme l'INRIA, le CEA, et des PME. Et en fait, le gros avantage pour les PME, c'est que faisant partie du consortium, elles ont accès finalement au corpus qui est mis en avant par les universités qu'elles ne pourraient pas approcher en direct. Donc au-delà de la possibilité d'utiliser un donneur d'ordre de grands comptes plus tard lorsqu'elles auront des produits, elles ont aussi accès à du savoir-faire qui est issu de l'université. Et ça, encore une fois, ça n'est pas quelque chose qui est réparti de manière équitable sur le territoire. Il y a des points focaux, et l'Isère en Rhône-Alpes en est un pour la microélectronique. Il y a 2 autres régions en Europe qui sont à peu près d'égale importance. C'est la région de Saxe, autour de Dresde, en Allemagne, et c'est la vallée de Leuven-Eindhoven, à cheval entre la Belgique et les Pays-Bas. C'est-à-dire Bosch et Philips. Pardon ? Bosch et Philips. Non, probablement pas. Philips, non. Bosch un petit peu, mais Dresde, non. Bosch, non. C'est en fait, chaque fois, il y a eu des grands comptes. Dans le cas de Dresde, c'était au départ Infineon. C'est maintenant Global Foundries, donc qui est une entreprise complètement différente d'origine américaine. Et en fait, il faut ce germe finalement de grande entreprise, mais pas tellement en tant que donneur d'ordre des PME locales, mais surtout en tant qu'émulateur de l'innovation coopérative. Et c'est ça que justement l'Europe et les financements régionaux en particulier ou nationaux ont pu mettre en avant. Et ça, c'était, je dirais, le premier étage de la fusée, qui a été relativement réussi dans certaines régions. Pour terminer sur l'Isère, des études ont montré que la création d'emplois en Isère sur les 15 dernières années a permis de compenser la disparition d'emplois cumulés de la papeterie, de la mécanique et de la chimie.
C'était effectivement, si on n'avait pas eu ça, l'Isère serait une région hautement sinistrée en termes d'emploi aujourd'hui. Donc merci la microélectronique. Est-ce que ça va être toujours comme ça à l'avenir? Il faut effectivement continuer à investir à tous les niveaux pour que ce soit le cas, mais il faut aussi qu'il y ait d'autres industries qui viennent prendre le relais. Les deux sont vrais. Merci beaucoup. Alors voilà, en une journée, on a parlé des PME qui se financent par leurs clients, pas plus tard que tout de suite, en capital, par la banque, par l'argent public, en bourse ou en placement privé, en obligations ou en actions. Et à la fin, je ressortirai convaincu de ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité de financer la migration du tissu industriel vers ce que vous appelez comment dites-vous, la diffusion, le côté diffusif, c'est ça, du fait qu'on trouve des microprocesseurs exactement partout et bientôt des nanoprocesseurs, et ce qu'on appelle assez facilement la révolution numérique vient de vous quatre, messieurs, à la fin, et les défis que cela implique sur la politique industrielle, les défis de financement. Moi, je reprendrai votre expression, Gérard Matron, émulateur de l'innovation collaborative. Ça a un sens beaucoup plus immédiat quand on pense à la nanoélectronique en Isère que sais-je, à la plasturgie à Oyonnax. Et pourtant, je suis sûr qu'en allant chercher que c'est une démarche qu'on peut porter au-delà des frontières. Et c'était précisément, au-delà des frontières, je veux dire, de votre profession, et c'est précisément, mesdames et messieurs, la démarche de ces assises européennes du financement des PME, de faire se rencontrer des financeurs et des entrepreneurs